bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Tout de suite, nous retrouvons en duplex Philippe Lermy pour le Flash Forex. Bonjour Philippe. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et formateur chez Trader Change et que vous avez été responsable d'un desk au sein d'une banque centrale située en Europe. Philippe, on va commencer votre intervention avec de la macro et les ventes au détail aux États-Unis. Oui, tout à fait. On a les Américains qui dépensent. Les ventes au détail sont sorties en hausse de plus 0,9%. Alors c'était comme attendu, mais cela fait quand même 8,19% de hausse sur un an glissant. Donc la reprise dans les services continue. On voit que les Américains achètent encore des voitures et vont au restaurant. L'effet Omicron donc aurait complètement disparu. Alors la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation ne se fait pas sentir dans le porte-monnaie des Américains pour le moment, parce que si on enlève à l'inflation ces ventes de détail à l'inflation, le niveau de dépenses globales reste inchangé depuis un an. Donc, même si la croissance au premier trimestre a déçu, le marché s'attend à une forte reprise pour le second trimestre avec une croissance de l'ordre de 3%. Ce qu'il faut en comprendre au niveau trading, c'est que la hausse de 50 basis points du taux directeur de la Fed que le marché anticipe pour la réunion de juin est donc pleinement justifiée. Donc là, qu'est-ce que je vous montre sur ce graphe? C'est que ce chiffre est très intéressant à trader parce qu'il y a une belle corrélation inverse entre l'eurodoll et les ventes au détail. Plus les ventes sortent plus fort qu'attendu, plus l'eurodoll va baisser et vice-versa. Oui, en fait, c'est mécanique, c'est-à-dire que ça renforce, l'économie américaine se renforce par rapport aux économies européennes. Du coup, le dollar est plus recherché. On va poursuivre avec le chômage au UK, Philippe. Oui, alors il sort au plus bas depuis 1974. Il est plus bas que le niveau de la pré-pandémie. Il y a plus d'offres d'emploi disponibles que de chômeurs. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ces tensions sur le marché du travail. Alors, comme aux USA, la pandémie a accéléré les départs de retraite anticipés. Il y a eu la fermeture aussi des frontières qu'on a tous subi, que le Royaume-Uni a subi aussi, et qui a empêché l'arrivée d'immigrants, notamment de l'Union européenne. Il n'y en a pas du tout là dernièrement. On parle aussi de longues maladies, sans pour autant pouvoir déterminer si c'est dû au Covid, à des Covid longs ou autre chose. Très bien, on va poursuivre. Alors, on va continuer sur ce même pays avec une autre donnée macroéconomique qui est l'inflation, parce que potentiellement, ce qu'on sait, c'est que généralement, quand le chômage est bas, eh bien, les employeurs ont tendance à élever les salaires pour attirer les talents. Du coup, l'inflation est forte au UK, ce que vous allez très certainement nous dire. Du coup, on peut craindre une spirale inflationniste également. Prix salaire, oui, prix salaire. Oui. Alors, on a l'inflation aux États-Unis qui sont à un plus haut de 40 ans. Donc, c'est les prix de l'électricité et du gaz qui l'ont fait monter. Alors, on a l'Office national des statistiques. Il a publié donc une inflation à 9% pour le mois d'avril. Alors, certes, c'est un petit peu plus bas que ce qu'on attendait. On attendait 9,1%, mais ce chiffre monte fortement, comme je vous l'ai dit, c'est un record depuis 1982. En mars, l'inflation elle était 7%, donc là on est à 9%. Donc les 2% supplémentaires en avril sont principalement dus au relèvement des prix de l'électricité et du gaz qui sont régulés et qui viennent d'être augmentés. D'accord, très clair. Du coup, la confiance des ménages en pâtit, évidemment. Oui, tout à fait. Elle est elle aussi au plus bas. Elle est au plus bas depuis 1974, donc plus faible que le niveau pré-pandémie. Et même si donc un chiffre de l'emploi apparaît idéal, la situation donc on s'aperçoit qu'elle pourrait se retourner car l'inquiétude vient de la baisse de confiance des ménages. C'est la 6e baisse consécutive, c'est un record depuis le début du sondage en 1974 et c'est surtout l'estimation de la finance personnelle des ménages dans les 12 mois à venir qui les inquiète. C'est ce qu'on voit sur le graphe, la courbe en vert clair, la situation financière des ménages. Alors, ce qui est important d'un point de vue trading, c'est que ce chiffre est très corrélé à la croissance, au PIB, au PIB, depuis 5 décennies. Donc, ce qui laisse penser que les anticipations de hausse du taux directeur de la Banque d'Angleterre
que le marché a pricé, qui étaient très exagérés, sont encore exagérés. Donc, on pourrait avoir des baisses à venir pour la paire GBP-USD. Ouais, d'accord, à noter effectivement les répercussions sur le câble. On va poursuivre avec la BCE, les minutes de la BCE. Donc cette semaine, on attend un discours de Christine Lagarde. Les minutes de la BCE qui seront scrutées pour comprendre, essayer de déchiffrer, décoder quand est-ce que l'institution européenne va remonter ses taux directeurs. Oui. Alors, elles sont passées, c'était la semaine dernière. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est que les membres sont de plus en plus inquiets sur l'inflation. Alors, on a vu quoi? Qu'ils pensent que la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid de la Chine vont intensifier les goulots d'étranglement dans les chaînes de production, ce qui affecterait évidemment les prix pendant une période relativement longue. On ne parle plus de transitoire du tout. Ils craignent aussi que des hausses de salaire plus fortes, comme en Angleterre, comme partout. Et enfin, la décarbonisation à marche forcée de l'Europe, à cause de tout ce qui se passe, pour atteindre l'indépendance énergétique, va faire monter les prix structurellement. Alors la question maintenant, c'est pas de savoir si la BCE va monter les taux lors de sa réunion de juillet, mais plutôt de combien. Donc on a vu, il y a des minutes qui sont en faveur d'une hausse de l'eurodoll, mais en fait, déjà la remontée de l'eurodoll avait commencé dès le matin, là, avec le discours du gouverneur de la Banque centrale de Hollande, il y a M. Noth, qui est le premier à avoir annoncé que lui, une hausse de 0,50% ne serait pas exclue. Et vendredi, c'est pareil, on a eu d'autres membres de la BCE qui se sont exprimés. Il y a le gouverneur de la Banque d'Italie, M. Visco, qui a dit, alors je cite, « Une hausse du taux directeur dès juin est hors de question. Juillet, peut-être. Nous devons sortir graduellement des taux d'intérêt négatifs dans les prochains mois, tout en évitant une spirale prix-salaire. » Il y a eu aussi le gouverneur de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui a déclaré qu'une hausse des taux en juillet est possible et d'autres hausses devraient se succéder à court terme. Les taux d'intérêt négatifs sont une chose du passé. Donc le marché est averti. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le marché interbancaire des swaps EONIA, ils intègrent maintenant 41 basis points. Donc ça veut dire l'équivalent de 1,6 hausse de taux directeur pour la BCE en juillet, alors qu'il y a seulement 10 jours, c'était juste 28 basis points. Donc on voit que le marché, ça soutient l'euro. Alors en plus, comme vous le voyez sur le graphe, il ne faut pas oublier que le marché est très très long dollar. Donc le différentiel de taux d'intérêt entre l'Amérique et l'Europe se rétrécit. Et comme le marché est globalement long dollar, toute remontée de l'eurodoll a provoqué le déclenchement d'achats stop, des stops qui sont quand même en profit, mais avant qu'ils passent en perte, quoi. Oui, alors bien effectivement, de toute façon, donc vous avez raison, les réunions de la Fed, c'est la semaine dernière. Christine Lagarde va bien prendre la parole cette semaine. Donc vous nous parlez des différents présidents des banques centrales européennes, locales, j'entends, nationales. C'est le discours de Christine Lagarde qui est le plus important et qui doit être scruté pour voir quelle est la trajectoire qui sera suivie par l'institution européenne. On poursuit avec la guerre en Ukraine, qui continue malgré tout. Oui, et toujours pas de sanctions, surtout du côté pour les marchés, c'est ce qui inquiète, pas de sanctions sur le pétrole de la part de l'Union européenne. Alors on a eu la semaine dernière la candidature officielle à l'OTAN de la Suède, pour l'OTAN de la Suède et de la Finlande, qui a fait peur, mais bon, on s'est aperçu que Poutine a répliqué immédiatement, il a coupé les livraisons de pétrole à la Finlande, mais c'est symbolique, et Gazprom maintenant suspend aujourd'hui les livraisons de gaz, parce que la Finlande n'a pas voulu payer en roubles, mais comme je vous dis, la Finlande s'y était préparée, donc si c'est que ça, c'est pas un souci. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a le ministre allemand de l'économie, M. Habeck, qui se désole ce matin que les sanctions européennes ne sont toujours pas effectives. Il a raison, parce qu'en n'agissant pas immédiatement, l'Union européenne montre sa faiblesse. Et ça joue indirectement le jeu de Poutine, car cela maintient les prix du pétrole russe, les prix du pétrole globalement, mais notamment russe, à un niveau élevé. Donc Poutine profite de cela, puisque l'Union européenne achète encore son pétrole. Alors pire encore, c'est que la semaine dernière, on a eu la Commission européenne qui considérerait comme contractuellement légal le fait que les importateurs de gaz allemands ouvrent des comptes en roubles, puisque le mécanisme, c'est qu'ils payent en euros, et que c'est l'entité bancaire de Gazprom qui fait le change pour eux.
hein. Alors voilà, c'est un souci puisque ça contourne un peu les sanctions donc décidées par l'Union européenne, hein. Bon, puis maintenant, si on parle d'un point de vue terrain, bon, ben, on a bien vu l'acierie Azovstal, hein, qui a été conquise par l'armée russe, et puis on a par contre, l'armée ukrainienne qui a déjà démarré plusieurs contre-offensives, hein, mais cela reste donc très difficile, ils l'annoncent parce qu'ils n'ont pas l'approvisionnement d'armes à longue portée de la part de l'Occident, hein. Ben, ce qu'on voit aussi dans les dernières news, hein, sur Reuters, ben, il semblerait que l'armée russe ait du mal à recruter, hein. La Douma, elle est en train d'essayer de passer une loi pour supprimer l'âge limite pour être embauché, qui a 40 ans actuellement, hein. En tout cas, le marché, ben, il réalise de plus en plus que cette guerre n'est pas près d'être terminée, hein. Alors on voit l'aide de 40 milliards des USA, elle est passée au Sénat. Donc les Américains s'impliquent de plus en plus, hein. Ça fait une guerre plutôt Amérique-Russie. Bon, cette loi, elle n'attend plus que la signature du président, donc c'est une formalité. On a d'un côté la Russie qui annonce vouloir reprendre les négociations, mais elle bombarde toujours. Et de l'autre côté, on a le chef du service de l'intelligence ukrainien, M. Budanov, qui a affirmé vendredi que l'Ukraine combattra jusqu'à ce qu'on regagne toutes les terres perdues, y compris la Crimée. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de négociation possible pour l'instant. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour le trading, c'est pour l'instant passé à nouveau au second plan, mais ça reste à surveiller. De toute façon, c'est générateur d'inflation. Ces générateurs d'inflation et de doutes, de non-visibilité. On va poursuivre avec le Covid. Le Covid est notamment donc en Chine, puisque la Chine donc a confiné, Shanghai est confiné, Pékin, certains quartiers de Pékin le sont. Du coup, c'est quasiment 80% du tissu industriel chinois qui est à l'arrêt, Philippe. Oui, alors dernièrement, il y a eu un assouplissement, hein, du confinement à Shanghai. Il y a une reprise partielle des transports publics, hein, après avoir seulement découvert 3 cas hors de la zone de quarantaine en 6 jours, hein. Il y a le district de Pudong à Shanghai, les employés peuvent retourner au travail sans excéder toutefois 40% du personnel, hein. Par contre, c'est vrai que les autorités continuent les tests massifs. Il y en a maintenant dans la cité portuaire de Tianjin. Alors cet assouplissement, normalement, il est prévu de s'accélérer à partir du 31 mai. Hein, mais les restrictions continuent à Pékin, hein. Il y a eu, on l'a entendu, il y a eu 13 000 habitants qui ont été emmenés de force dans des zones d'isolement après la découverte de seulement 26 cas de Covid, hein. Alors, le bilan, on le voit, hein, économique. La production industrielle en avril, elle est en chute libre de 61,5% en annualisé. Les ventes au détail, c'est pareil, du mois d'avril se sont effondrées à moins 48,3% en annualisé. Ça fait une baisse de 14,2% depuis le début de l'année, hein. Et malheureusement, ça se répercute aux USA. Il y a le chef du port maritime de Long Beach, hein, aux USA, qui a déclaré que les confinements chinois vont avoir un effet de domino sur son port, hein. D'ailleurs, attention, le Covid repart aux USA, hein. Le directeur responsable de la coordination pour Covid-19, il a alerté sur ABC News, hein, que le nombre de cas infectieux maintenant est à nouveau au-dessus de 100 000 par jour et qu'il faudrait en théorie porter des masques en intérieur. Alors on a quand même une nouvelle positive, on l'a vu ce matin, qui a boosté le câble et l'eurodoll, hein. Il y a le quotidien South China Morning Post qui a expliqué que les autorités chinoises vont réduire de 10 jours à une semaine la quarantaine pour les voyageurs internationaux. Donc voilà, c'est un assouplissement, hein. Alors ce qu'on voit aussi et qui a plu au marché en fin de semaine dernière, c'est que la Banque centrale a baissé un de ses taux directeurs, le Loan Prime Rate 5 years, no Loan Prime Rate, qui est le taux donc à 5 ans, il est à 44-45 maintenant, donc il est plus bas que ce qu'attendait le marché, elle a baissé plus, et donc celui-là il est important, il privilégie la relance de l'immobilier, hein. C'est le taux de base des crédits immobiliers en Chine. En tout cas, on le voit, c'est ce que je vous montre sur le graphe, ça a permis au yuan chinois de continuer sa remontée, hein. Vous avez sur le graphe en orange, c'est l'eurodoll, et le dollar CNH, hein, le yuan côté offshore, donc à l'étranger, hors de la Chine, qui est en inversé, hein. Donc quand vous voyez la courbe violette qui monte, ça veut dire que le yuan chinois monte. Et on voit que ça aide l'eurodoll, hein.
Ok, on va en parler après, mais donc tout ce qu'on peut lire à travers vos interventions, vos différentes analyses, potentiellement, ça pourrait amener à soutenir l'euro face au dollar. Juste avant de passer à l'euro-dollar, on va passer sur le calendrier de cette semaine. Le calendrier de cette semaine, donc le premier fait, la première variable que vous mettez en avant, c'est donc l'IFO en Allemagne. Non, c'est l'IFO, il va tomber tout à l'heure à 10h, mais ce qui est un peu plus important, c'est demain. Hein, donc, Ouais. c'est pas grave, il est quand même, Excusez-moi. il est important, mais je peux pas parler de tous les chiffres parce que sinon, je sélectionne. Hein. Donc, l'indice des directeurs d'achat, le PMI Manufacturing, surtout en Allemagne, demain est plus important que l'IFO ce matin. Hein. Donc, les économistes, ils se demandent si les services, ils vont rester aussi importants que le mois dernier, hein. Parce qu'il y a eu le redémarrage du secteur des services avec Omicron. Mais l'inflation, elle ne baisse pas et risquerait de ralentir l'appétit des consommateurs. Hein. Alors, côté manufacturier, on devrait sentir aussi l'impact de l'Ukraine et du confinement en Chine. Hein. Oui, les PMI sont effectivement mal orientés en Allemagne depuis le début du conflit, donc on ne s'attend pas à ce qu'ils se ressaisissent ce mois-ci. On bascule, on part aux États-Unis avec les minutes de la Fed, Philippe. Oui, alors elles vont sortir mercredi soir. Le marché n'en attend pas grand-chose. Hein. Il est probable que ce procès verbal, qui est celui de la réunion du 4 mai dernier, ne donne pas beaucoup de nouveaux indices sur les intentions de la Fed, hein, parce qu'on a beaucoup de membres de la Fed qui se sont déjà exprimés, et le marché, il anticipe déjà au moins 2 hausses de taux directeur de 50 points de base pour les 2 prochains meetings. Hein. Donc, on a la réduction du bilan de la Fed qui a été annoncé, qui démarre en juin. On a un calendrier pour 3 mois là-dessus. Donc, ce qu'on va surtout surveiller, si lors de leur discussion à huis clos, si toute hausse de 75 BP, donc qui avait été quand même envisagée à un moment, est-ce qu'elle a été âprement discutée? Alors, on l'a vu hein, lors de la réunion du 4 mai, de la conférence de presse, Powell, le président de la Fed, il a tout de suite écarté cette possibilité. Mais on va voir si c'était quand même sujet. Hein. Et on verra aussi si la baisse des marchés actions et des ventes immobilières ont été mentionnées. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ? Ouais, alors je donne pas mon avis. En tout cas, tout ce qui est dit, en tout cas, c'est que Powell a dit, quoi qu'il arrive, sur un ton assez ferme, que il ferait en sorte que l'inflation baisse de manière évidente et convaincante. Et c'est ça qui a un peu perturbé les marchés la semaine dernière. Du coup, est-ce que cette hausse de taux va freiner la croissance? En fait, c'est toute la question qui se pose aux États-Unis, et c'est pourquoi les dépenses de consommation personnelle aux USA sont scrutées à la loupe. Oui, mais oui et non, puisqu'en réalité, on a déjà un indice avant, hein, ce qui est l'inflation aux États-Unis, parce que les dépenses de consommation personnelle, si vous voulez, c'est le chiffre que surveille la Fed. Mais comme l'inflation aux États-Unis sort avant, on a beaucoup d'indices avant. Hein. On a l'indice des prix à la consommation donc, qui est sorti et qui nous avait déjà indiqué que l'inflation était élevée. Hein. Alors, la différence entre l'inflation et le corps PCE Price Index qui va sortir, c'est que il n'y a pas les prix des billets d'avion, et c'est ce qui avait soutenu l'indice d'inflation la semaine dernière avec une hausse de 18,6% en un mois. Donc on s'attend quand même à un chiffre plus contenu. Hein. Plus contenu, donc vous parlez des dépenses de consommation, de l'inflation là du coup, Philippe. Les dépenses de consommation personnelle, donc c'est le chiffre que surveille la Fed, plus que l'inflation, c'est son indicateur d'inflation.